Je vais donc demander à Dominique Bourg de prendre le relais de cette conversation. J'espère que nous aurons le temps de prendre quelques points de questions, de contributions à la suite de vos deux échanges. Merci Dorothée, je ne vais pas être très très long, mais je vais reprendre les axes du propos de Pierre-Henri. Pour ma part aussi, je suis absolument persuadé qu'il n'existe pas un progrès, mais qu'il existe de multiples progrès. Le problème, c'est comment peut-on en juger? Or, précisément, on va le voir, le jugement est par définition pluriel, et on ne peut arriver à l'idée d'un progrès qui s'imposerait que si l'on appauvrit intensément la pluralité de nos modalités de jugement. Alors tout à l'heure, j'ai entendu John Crowley qui reprenait cette expression, donc la vie comme progrès, enfin comme projet, probablement c'est mon lapsus, est intéressant, comme projet technologique. Je dirais déjà, l'expression commence très mal. Il ne peut pas y avoir un projet technologique. C'est absurde. Il y a forcément différents projets. Et quand on commence à dire la vie comme projet technologique, ça m'effraie plutôt. Mais enfin bon, cela dit, ce que je vous propose, c'est précisément de partir de ce que je connais le moins mal, c'est-à-dire les questions de climat. Je suis désolé, mais vous allez voir, je vais essayer d'en tirer quelque chose pour les problèmes de biodiversité en général. Et je vais avoir à peu près deux axes. Je vais essayer de suivre cette idée de la pluralité des modes de jugement. Je vais déjà essayer de l'exercer sur les sciences elles-mêmes et, in fine, en abordant la question du prix de la nature, j'essaierai justement, là aussi, de tirer les leçons du climat. Alors, on peut peut-être passer, je ne sais pas, j'ai un petit truc pour... Alors, je vais déjà partir d'une distinction. Je suis assez allergique à l'expression « la science », comme à l'expression « le progrès ». Je pense qu'il y a des modalités scientifiques très très différentes et qu'on a tout intérêt à continuer à parler de là quand, en général, on veut aller chercher une légitimité finalement assez fragile. En tout cas, dans le cadre du climat, c'est très clair, on peut opposer au moins deux communautés épistémiques, il y en a beaucoup plus, mais c'est assez clair. On pourrait opposer d'un côté, et je vais essayer d'approfondir ça, les sciences du diagnostic, d'un côté, ce qu'on appelle les sciences du climat, en l'occurrence, et puis ce qu'on pourrait appeler les technosciences. Et ce qui me semble très important, c'est bien de distinguer les deux, parce que précisément, elles ne font pas, enfin, les produits de l'une et de l'autre, le produit des sciences du diagnostic d'un côté et le produit des technosciences de l'autre, alors en matière de climat, ça sera par exemple la géo-ingénierie, ne font pas appel aux mêmes modalités de jugement, et c'est ça qui me semble très très important. Dans le cas des sciences du diagnostic, eh bien, la technique est le moyen pour produire des connaissances. Quand on produit des connaissances, on se place sous le rapport du vrai et du faux. Et c'est effectivement à cette modalité de jugement que l'on est appelé, même si c'est assez complexe, même si, comme vous le savez, le vrai est parfois très difficilement atteignable, mais en tout cas, le faux, au moins, peut-on mieux le repérer. Et l'objet des technosciences, c'est précisément de fabriquer des objets. Et on va qualifier, par exemple, ces objets de scientifiques, ce qui est pour moi une absurdité totale, et ce qui est le meilleur moyen de se tromper quant aux modalités de jugement. Comment voulez-vous, si on qualifie un objet de scientifique, donc on va vouloir dire que cet objet entretient un certain rapport au vrai. Connaissez-vous des objets vrais et des objets faux? C'est complètement idiot. Il existe des objets plus ou moins efficaces en fonction de telle ou telle fin recherchée, des objets beaux, des objets laids, des objets humides, des objets secs, des gros, des petits, mais il n'y a pas d'objet vrai et il n'y a pas d'objet faux. Alors, si on me dit, par exemple, qu'une PGM est un objet vrai, est nécessairement vrai, et que le public doit s'incliner, alors je récuse totalement. C'est un objet, et je vais le juger en fonction de modalités différentes, mais évidemment pas en fonction du vrai et du faux. Alors, cet objet peut être, lui, associé à certaines prétentions, dont on peut voir après si elles sont légitimes dans leurs prétentions à une certaine vérité. Alors là, on va revenir précisément aux sciences du diagnostic.
Mais mélanger les deux, c'est très franchement assez mal raisonné et très mal posé le problème. Alors évidemment, vous allez me dire, les gens qui font des objets scientifiques, entre guillemets, sont des scientifiques, certes, mais ils sont aussi des marchands, ce faisant. C'est-à-dire qu'ils font des objets qu'ils destinent à un marché, à une certaine forme d'adhésion du public. On n'a pas adhéré à la théorie de la gravitation, je suis désolé, c'est pas le problème. Donc là, on commence assez mal. On peut passer peut-être au second transparent, s'il vous plaît. Alors, c'est un petit peu ce que je viens de dire, mais surtout ce qui est assez important, c'est de voir, et puis on l'a revu précisément il n'y a pas très longtemps avec les expériences Seralini, on a affaire à des communautés épistémiques. Alors, elles s'appellent épistémiques, mais il y a un côté très humain, si vous voulez. Hein. On se ligue en quelque sorte pour défendre son fromage. Mais dans un cas, le fromage, c'est le vrai. C'est plus facile. Dans l'autre, non. C'est un objet que je veux vendre sur un marché. Bon, il faut bien distinguer les deux. On va peut-être passer au transparent suivant. Il est clair que si vous voulez que les intérêts à la chose économique, si je prends les sciences du climat d'un côté et la géo-ingénierie de l'autre, les relations à la chose économique sont totalement différentes. Disons-le de façon un peu carrée, pas très polie, mais les sciences du climat, pour le monde économique dans lequel nous sommes, ce sont des sciences d'emmerdeurs. Elles empêchent la machine économique de tourner en rond. Alors parfois, la chose est paradoxale, puisque le dernier rapport en date sur le climat est le fait de la Banque mondiale. Alors rassurez-vous, la Banque mondiale ne fonctionne pas comme l'Académie française des sciences. Quand elle n'est pas compétente sur un sujet, elle fait appel aux gens qui le sont. Donc le rapport est bien fait. Et il est très intéressant, il en rajoute une couche en quelque sorte, si vous voulez. Le dernier texte que je connaissais, assez alarmiste effectivement sur cette question des 4 degrés, c'était l'issue d'un colloque qui avait été organisé en Angleterre et qui était publié par la Royal Society au début de cette année, où effectivement on craignait, et on est vraiment sur une tendance qui nous amène vers ce point-là, à un réchauffement moyen global de la température de 4 degrés. Là, le chiffre encore, c'était 2070. Et bien, dans le rapport de la Banque mondiale, c'est encore mieux, c'est 2060. Donc là, si je reviens à mon histoire de comité épistémique, vous avez d'un cas des gens, et vous les entendez encore en ce moment, à Doha, qui vous disent, ben, écoutez, là quand même, on est sur une tendance extrêmement dangereuse pour l'humanité, je vais revenir, et les autres en face disent, ah non, ne vous faites aucun souci, nous, avec la géo-ingénierie, nous avons les moyens de corriger le climat. Alors, quand vous demandez aux sciences du diagnostic d'analyser les promesses de la géo-ingénierie, vous vous marrez. Parce que, en général, c'est sous-dimensionné, et en termes d'efficacité, et en termes de coût, et par ailleurs, comme vous le savez, il pourrait y avoir des effets secondaires qui seraient peut-être encore plus graves que ceux que l'on cherche à éviter, si tant est que ce soit possible dans ce domaine-là. Alors, on va passer au transparent suivant. Alors, effectivement, la pluralité aussi, elle pourrait toucher le domaine des sciences du diagnostic. Si je fais le diagnostic de Tchernobyl, et si je fais un diagnostic climatique, vous vous doutez bien que l'accès aux données n'est pas le même. Bon, on va laisser tomber ça. Ce pluralisme que j'essaie d'étaler, on pourrait aussi, évidemment, le faire entrer dans ces sciences de diagnostic et de voir que, selon les domaines, on n'a pas affaire aux mêmes limites, on n'a pas exactement affaire au même jeu d'intérêt, on n'a pas non plus forcément exactement le même rapport à la connaissance, mais ce n'est pas le sujet du jour, je vais passer. Alors, je vous rappelle très très brièvement, parce que la vie comme projet technologique, c'est sympathique, mais il faudrait quand même qu'on regarde où on en est. Et où on en est aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait génial. Alors je vais le faire très très rapidement, je ne veux pas vous faire perdre trop de temps sur ce sujet, mais de manière générale, en matière d'environnement, on distingue 2 types de problèmes, même d'ailleurs si on pourrait tous les deux les ramener à des problèmes de ressources, mais bon, peu importe. On a tout d'abord un problème de déplétion des ressources qui sont nécessaires à nos activités économiques, ça c'est un aspect du sujet, et puis on a un autre aspect du sujet, on a des dérégulations du système biosphère qui nous fait vivre. Comme vous le voyez là sous vos yeux, on peut grosso modo en dénombrer 9. Et si on regarde les 3 premières entrées, le changement climatique, effectivement l'appauvrissement génétique des populations et puis le cycle de l'azote, on est là déjà probablement dans 3 domaines, on aurait dépassé le seuil de dangerosité. On peut passer au transparent suivant. Alors, où en serait-on? Tout à l'heure, j'ai parlé de climat, je vais revenir après, rassurez-vous, à la biodiversité. Mais que signifierait, par exemple, une élévation durant ce siècle, c'est-à-dire à un rythme extrêmement rapide de la température de 4 degrés? Par
rapport à ce qui pouvait prévaloir au début du XXe siècle. Par rapport à ces 4 degrés, nous avons déjà encaissé 8 dixièmes de degrés. Eh bien, 4 degrés, et je vous le rappelle, en 2 mots, nous savons maintenant que l'objectif des 2 degrés est un objectif qui est totalement inatteignable. Vous le montrez en 30 secondes, c'est assez facile. Eh bien, si à Copenhague, nous avions réussi à donner une suite contraignante à Kyoto, on aurait pu imaginer, alors franchement la chose n'aurait pas été simple, d'avoir au moins 3 chances sur 4 de ne pas dépasser les 2 degrés à la fin du siècle, c'est-à-dire de ne pas dépasser la fameuse barre des 450 ppm. Et pour ce faire, il aurait fallu stabiliser les températures en 2015 et à partir de 2016, chaque année, réduire les émissions mondiales globales de 3%. Par rapport à une tendance qui, elle, est entre 2 et 3% d'augmentation. C'était déjà gigantesque, et là je suis dans une moyenne, évidemment, pour un pays anciennement industriel, c'est largement supérieur à la moyenne. Maintenant, imaginons, vous savez qu'à l'issue de l'échec de Copenhague, on s'est entendu pour des objectifs volontaires des États pour la période janvier 2013-2020, tous ces engagements sont sous-dimensionnés, ça a été assez très clairement établi dans la littérature internationale. Donc si on pouvait avoir un nouvel engagement mondial, ce qui n'est absolument pas évident, mais il ne pourrait être mis en œuvre, décidé entre 2014 et 2016, et mis en œuvre entre 2020 et 2021. Pour atteindre le même objectif, cette fois-ci, ça ne serait plus 3% de réduction par an, mais ça serait de 3 à 9%. Autant dire que c'est rigoureusement impossible. Donc effectivement, regardons bien l'effet possible de ces 4 degrés. Il faut tout faire pour les éviter, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'en prend pas le chemin. Si malheureusement on devait arriver, on peut revenir quand même du 30 secondes au 4 degrés, ça veut dire quoi? Finalement, si je vais à l'essentiel, la menace c'est sur, notamment, mais essentiellement, sur nos capacités de production alimentaire. Pensez simplement à ce qui s'est passé durant la canicule de 2003, ça serait assez peanuts par rapport évidemment à ce qui nous arriverait avec une augmentation moyenne de 4 degrés. Je vous rappelle que pour ces zones tempérées qui sont les nôtres, ça veut dire en moyenne une augmentation de 8 degrés. Alors vous imaginez qu'avec la canicule, les 15 jours de canicule de 2003, eh bien, la production primaire, si je ne me trompe pas, des plantes a diminué d'une 30aine de %. Je crois, alors c'est peut-être pas toutes, tu pourras raffiner après, mais là, imaginez le choc que ça peut induire. Ensuite, deuxième, bon, alors là, je prends une autre entrée, cette fois-ci, si tu veux bien, Dorothée, passer au suivant. Donc, une étude qui a fait beaucoup de bruit. Ce qui m'intéresse, on pourra sans doute ergoter, la contester, etc. Mais ça, j'y reviendrai parce que là aussi, on a un problème de modalité de raisonnement. Ce qui m'intéresse, c'est que l'enjeu peut être à peu près le même. On va passer, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Je voudrais en arriver à... Je passe aussi, si tu veux bien, ce transparent. Alors voilà, je voudrais en arriver là, ça me semble important. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, nous avons à notre disposition une grande pluralité de modalités de jugement. Et ces modalités, on va aller les rechercher en fonction des objets qu'on a à juger. Et juger, eh bien, se tromper en quelque sorte de modalité de jugement, ça vous donne le climato-scepticisme. Vous savez qu'on a très bien corrélé le climato-scepticisme et l'adhésion au marché. Aux États-Unis, plus vous pensez que le marché, on va y revenir, régule tous les problèmes, et plus vous êtes climato-sceptique. Donc on se trompe un peu. On juge d'un domaine à partir d'une modalité qui n'est absolument pas adéquate. Et ce qui est assez grave aujourd'hui, on peut peut-être même tout de suite passer au transparent suivant. Enfin, non, attends, juste... oui. Enfin, ce qui est assez grave aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'imposer à nos sociétés, finalement, une seule modalité de jugement. Payer, ne pas payer. Alors, on peut passer au suivant, je vais très vite pour laisser la place au dialogue. Si je regarde ce qui s'était passé avec feu le communisme, qui sert toujours de repoussoir et à raison, eh bien, on avait fait la même chose que ce que nous sommes en train de faire. Mais simplement, ce n'était pas la même modalité de jugement qui était en cause. Mais sous le totalitarisme, vous le savez, eh bien, le parti décidait de tout
du vrai, du faux, Lysenko, ou Staline écrivant un article en linguistique, jugeant de la qualité d'un poème ou d'un roman, envoyant lui-même et sur faciès les gens au goulag, eh bien là, c'était le bureau politique qui était censé s'appuyer sur la science qui était le matérialisme historique, et finalement, la modalité politique du jugement en termes de légitime et d'illégitime avait phagocyté toutes les autres modalités de jugement. Eh bien, nous sommes en train de faire rigoureusement la même chose, mais avec le marché. Et je pense que les dégâts seront plus élevés encore. Ils exigent déjà. Ils sont déjà très élevés, mais ils seront plus élevés encore. Alors, avançons un petit peu. Et là, oui, on peut arriver là. Tirons un petit peu aussi les conséquences de ça en matière de relation entre la nature et le prix. Le grand débat depuis plusieurs mois, c'est qu'il convient absolument de donner à la nature un prix. Alors là, pour ma part, j'aurais plutôt tendance à inciter à une extrême prudence. Et là encore, vous allez voir que le climat va nous être extrêmement utile. Le propre d'un marché, c'est de créer de l'agitation, c'est de créer une très grande volatilité des prix. Et du coup, de ce fait, contrairement à ce que nous raconte la théorie économique, eh bien, le marché ne nous renseigne en aucun cas sur la réalité. Il a sa logique propre. Il se meut pour ses raisons propres, et ces raisons propres l'amènent très rapidement à se déconnecter totalement du réel. Alors, regardons précisément ce qui se passe. Là, je vais reprendre un argument d'un de mes amis que j'aime beaucoup, Nicolas Boulot. Je crois qu'il a tout à fait raison. Si on prend en compte cette volatilité des prix, et si l'on tient absolument à donner un prix aux services écosystémiques, par définition, compte tenu des mécanismes qui sont propres au marché, il y arrivera forcément un moment qui se reproduira, après, soit certaines parties de la société saisissent l'opportunité ou pas, mais on passera très souvent par des moments où des substituts technologiques seront d'un prix inférieur à ceux des services écosystémiques naturels. Petit exemple, regardez par exemple l'évolution du prix du pétrole, notamment depuis 2008, mais on pourrait faire l'exercice même avant. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2008 avec la question des subprimes? Eh bien, on s'est mis à investir sur les matières premières et notamment sur le pétrole. Et là, effectivement, on en a fait un marché. C'était déjà le cas avant, mais on a fait une espèce de marché beaucoup plus puissant. Alors, la volatilité, en quelque sorte, qui était là évidemment déjà avant, puisqu'elle est attachée à l'idée même de marché, mais elle a explosé. Et on a eu une variation du prix du pétrole qui n'a rien à voir avec les problèmes qui pourraient être ceux de la donne. Et si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe sur les marchés du carbone, la communauté scientifique des sciences du climat est de plus en plus alarmiste, alors même que la tonne de carbone sur le marché, en Europe, ne vaut plus rien. Et désincite à faire quelque effort que ce soit dans le sens de la décarbonisation. Je crois qu'il reste encore juste un transparent. Alors, voilà, c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on a affaire à des mécanismes endogènes, et ces mécanismes endogènes voilent le réel. Bon, il me semble assez dangereux de vouloir, entre guillemets, protéger la nature en recourant, et quasi exclusivement, aux mécanismes des marchés et aux mécanismes des prix. Si, par exemple, en termes de climat, on avait plutôt opté pour une taxe que pour l'instrument des quotas sur un marché, probablement que les effets auraient été plus intéressants. C'est en tout cas ce qu'on peut voir lorsqu'on a pu avoir le choix et lorsqu'on peut comparer. Donc je reviens à mon idée de fond. Premièrement, ce qui me semble très très important aujourd'hui, c'est d'essayer de restituer, de restaurer la pluralité des modalités de jugement. Elle est incompatible avec certains fantasmes comme le progrès, le projet technologique. Il me semble que si l'on veut discuter en société, il faut remettre à plat cette pluralité de modalités de jugement, savoir à nouveau la faire fonctionner, sortir de cette espèce d'intimidation que font peser sur l'ensemble de la société les sciences économiques, première chose. Et deuxième chose, n'oublions pas justement ce qui s'est passé en termes de jeu de marché, de prix et le carbone. On a une très belle illustration de ce qu'il conviendrait de ne pas faire en matière de biodiversité. Merci pour votre attention.